Il est arrivé avec un appareil photo, mais sa véritable arme, c'était le silence. Tout avait commencé comme une journée paisible à Ouagadougou. Le soleil brillait haut, les rues étaient animées, et le président Ibrahim Traoré revenait d'une rencontre avec des leaders étudiants. Ce jour-là, il souriait, sans gilet pare-balles, entouré d'enfants qui scandaient « Faso, Faso ». Mais dans l'ombre, quelqu'un l'observait. Un homme blanc, lunettes de soleil, un canon autour du cou, un badge de presse où l'on lisait « Paul Lefebvre, journaliste d'investigation français ». Il affirmait travailler pour une agence de presse européenne. Il portait des tenues locales, parlait un français doux, saupoudré de quelques mots de Dioula. On l'appréciait. Il faisait des compliments, laissait de gros pourboires, répétait à chaque chauffeur de taxi « J'aime le Burkina Faso. Je veux montrer au monde la vraie histoire ». Il avait même rencontré des jeunes militants et filmé des interviews sur l'unité panafricaine. Tout le monde pensait qu'il n'était qu'un journaliste blanc de plus, tournant un documentaire. Mais Paul Lefebvre n'était pas un reporter ordinaire. Pendant ce temps, Awa Diallo, une analyste de 28 ans affectée à une unité de cyberdéfense près de Koudougou, travaillait de nuit. Discrète, vive, elle repéra ce soir-là un signal crypté étrange, diffusé depuis un réseau Wi-Fi local. Un transfert apparemment banal. Sauf qu'il n'était pas destiné à Paris, mais à Abidjan. Intrigué, Awa remonta jusqu'à l'adresse IP. Le signal venait d'une maison d'Ottawaga. Chambre 17, enregistrée au nom de Paul Lefebvre. Sans alerter sa hiérarchie, sans montrer la moindre panique, elle prit son sac, glissa une clé USB dans sa poche et dit simplement « Je vais prendre le thé ». 1 heure plus tard, elle était assise dans un café de rue, en face de la maison d'hôte. Lefebvre descendit tranquillement, salua le personnel comme un habitué, puis marcha vers un café près du Centre culturel français. Là, il retrouva un homme grand, chemise sombre, une broche diplomatique ivoirienne au col. Poignée de main rapide, sans mot ni sourire. Paul lui remit une minuscule clé USB, discrètement glissée dans une serviette en papier plié. Awa captura la scène avec son téléphone. Son cœur battait fort. Elle envoya un message à son unité. Whitebird a remis un paquet. Lien possible avec Abidjan. Je le suis. Le lendemain matin, les images parvinrent au président Traoré. Il resta muet, regardant la vidéo avec gravité. Il comprenait l'enjeu. Ce n'était pas seulement un journaliste français qui espionnait. C'était une opération liée à Alassane Ouattara, président de Côte d'Ivoire, allié de la France et opposant affiché à sa vision panafricaine. La France n'observait plus seulement. Elle agissait. Ce soir-là, Awa infiltra discrètement la chambre de Lefebvre. À l'intérieur de son objectif d'appareil photo, elle trouva une puce contenant des images satellites des bases militaires de Burkinabé, des dépôts de carburant, des tours de communication. Elle souffla, « C'est la guerre ». Son badge disait Paul, mais son dossier disait autre chose. Les rues d'Ouagadougou étaient calmes, mais au sein du palais présidentiel, l'agitation montait. Pas d'alarme stridente, mais des appels cryptés, des signaux rouges dans les bases de données. Les photos récupérées dans la caméra du Français montraient des coordonnées précises, des annotations, vulnérabilité tour comme égale 38%. Délai patrouille régulier à 2 heures. Ce n'était pas du journalisme. C'était de la reconnaissance militaire. Et lorsque les services de renseignement burkinabés vérifièrent son nom dans leur base, rien ne ressortit. En creusant, avec l'aide de contacts maliens, ils découvrirent sa véritable identité. Jean-Paul Roussel, ancien agent de la DGSE, le renseignement extérieur français. Un vétéran des opérations secrètes au Sahel. Officiellement retraité. Officieusement rappelé en service dès que les troupes françaises furent expulsées d'Afrique. Sa mission: déstabiliser les gouvernements panafricanistes de l'intérieur. Sa cible actuelle: le Burkina Faso. Et son supérieur présumé? Un conseiller politique de la présidence ivoirienne. Le lendemain, l'ambassadeur de France appela le ministre des Affaires étrangères burkinabé. Ton calme, propos polis. Il s'agit d'un journaliste. Un peu trop curieux peut-être, mais à libérer. Suivi d'un message de l'ambassadeur ivoirien. Nos pays sont frères. Sa détention pourrait semer la confusion. Mais Traoré avait cessé d'écouter les menaces déguisées. Il répondit avec 6 mots qui résonnèrent à travers le Sahel. Le Faso n'est pas une colonie. À 2h47 du matin, un convoi noir sans insigne se gara discrètement devant la maison d'hôte. Sans sirène. Sans bruit. Juste des hommes entraînés,
rapide, méthodique. Jean-Paul Roussel fut arrêté sans résistance. Lors de la fouille, ils découvrirent un téléphone dissimulé dans le talon de la botte de Roussel. Un simple téléphone jetable, mais contenant un message glaçant, « Activez cellule dormante ». Awa se tourna vers le président Traoré. « Monsieur, il y en a d'autres. Il n'était que l'étincelle. Le feu est déjà dans la maison. » La salle d'interrogatoire était glaciale. Ibrahim Traoré, assis dans l'ombre, fixait Jean-Paul Roussel. Les poignets menottés, un filet de sang séché sous le nez, le regard bleu, arrogant, le supposé journaliste ne semblait pas inquiet. Il était à l'aise. En face de lui, la caporale Awa Diallo posa le téléphone découvert sur la table. Un seul message reçu 1 heure avant son arrestation. « Qui l'a envoyé ?» demanda-t-elle. Le numéro renvoyait à une ligne diplomatique ivoirienne, protégée, relayée par des serveurs en France. Traoré s'avança lentement. « Combien d'autres sont déjà ici ?» Roussel éclata de rire. « Assez pour que votre prochain discours soit votre dernier. » 2 heures plus tard, une alerte fut lancée depuis le barrage de Ziga, le plus grand réservoir d'eau du pays. 2 hommes, munis de faux badges militaires, avaient tenté d'accéder à la salle de contrôle. Ils prirent la fuite lorsqu'ils furent interpellés. Dans leur mallette, on retrouva des fils, des détonateurs et une micro-déclencheur français. Ce n'était pas un bluff. La cellule dormante existait. Et leur cible n'était pas seulement Traoré. C'était l'État tout entier. Eau, électricité, chaos. Le président ordonna la fermeture immédiate de toutes les infrastructures sensibles. Des ingénieurs militaires furent déployés. Des civils établirent des lignes de défense. Ouagadougou devint une forteresse. Mais les fuites continuaient. Quelqu'un, au cœur même du cercle présidentiel, alimentait l'ennemi. Traoré convoqua alors une réunion secrète avec ses 5 officiers les plus fiables. Dans la salle de crise, chacun prêta serment. Mais Awa remarqua quelque chose. Le colonel Mamadou Sangaré, responsable de la logistique présidentielle, portait des marques de brûlures et des égratignures récentes sur le poignet. Comme s'il avait manipulé des explosifs. Elle ne dit rien sur le moment. Elle le suivit. Cette nuit-là, elle l'observa depuis un toit, dans un entrepôt gouvernemental en construction. Sangaré y rencontra un civil, élégant, parlant avec un accent français. Awa enregistra la scène. Sangaré prononça 5 mots. Le garçon ne tiendra pas. Quand Traoré visionna la vidéo, son visage se durcit. Il avait un jour surnommé Sangaré, l'oncle de la Révolution. Cet oncle, désormais, pactisait avec ceux qui avaient envoyé le spectre blanc. Pas un mot, pas un cri. Il monta un piège. Il fit circuler de fausses coordonnées d'un convoi de carburant, en s'assurant que Sangaré en ait connaissance. Cette nuit-là, une bombe fut posée sur le mauvais convoi. Des camions vides, équipés de traceurs factices. Sangaré fut arrêté, des explosifs retrouvés dans son tiroir. Confronté aux preuves, il ne nia pas. Il murmura. « Ouattara nous a promis la stabilité. Toi, tu apportes la guerre. » Mais alors que Traoré croyait pouvoir souffler, une nouvelle alerte surgit. Le soldat chargé de la garde nocturne du président, un certain Doumbia, grand, silencieux, avait disparu pendant son service. Dans son casier, une photo de Traoré, un X rouge tracé sur le visage. « Ce ne sera plus le barrage », dit Awa d'une voix brisée. « La prochaine tentative, ce sera sur vous. » La nuit était anormalement calme. Trop calme. Sur le toit du bâtiment de commandement, Traoré scrutait Ouagadougou. Une ville sombre, tendue, vigilante. La population savait que quelque chose clochait, mais personne ne parlait. Un silence d'avant-tempête ou d'avant-enterrement. En bas, Awa passait en revue toutes les caméras, les allées et venues. Mais une pensée persistait, Doumbia. Ce garde disparut. Elle vérifia son dossier. Rien de suspect, sauf 2 années passées en Côte d'Ivoire, travaillant pour une entreprise de sécurité liée à des intérêts français. Elle alerta son supérieur. Double sécurité autour du président. Inspection totale. Personne ne devait entrer sans fouille. Traoré, lui, restait seul. Non pas par peur, mais par colère. Pas parce qu'on voulait l'éliminer, mais parce qu'on pensait que ce serait facile. Parce qu'il croyait que le Burkina Faso était toujours une marionnette. Pendant des décennies, ils avaient corrompu, divisé,
semer le chaos en appelant cela diplomatie. Mais cette fois, non. À 3h09, l'attaque survint. L'assaut débuta par une grenade flash lancée dans l'aile ouest du palais. 4 hommes armés, déguisés en soldats burkinabés, progressèrent rapidement dans les couloirs, désactivant les systèmes de surveillance à l'aide de grenades IEM d'origine française. Leur progression était méthodique, silencieuse, digne de professionnels entraînés. Ils communiquaient par signes, chaque geste précis, chaque pas calculé. L'un d'eux, le plus grand, bougeait avec l'aisance d'un vétéran. Son nom de code, selon le téléphone trouvé sur Roussel, Cora Rouge. Leur mission était claire, éliminer le président, effacer toute trace, semer le désordre et laisser croire à un effondrement interne du Burkina Faso. Mais ils ignoraient une chose, Awa avait anticipé. 2 heures plus tôt, elle avait discrètement déplacé le lieu de repos du président. Quand les assaillants ouvrirent la porte de la chambre présidentielle, elle était vide. Un piège les attendait. Des projecteurs s'allumèrent brutalement. Des coups de feu éclatèrent depuis les balcons supérieurs. Awa et l'unité noire, une cellule d'élite fidèle uniquement à Traoré, ouvrirent le feu. Un agresseur fut abattu alors qu'il tentait de fuir. Un autre déclencha sa ceinture explosive, ne tuant que lui-même. Mais Cora Rouge réussit à s'échapper. Il dévala l'aile sud, franchit le mur extérieur, et disparut dans l'obscurité de Ouagadougou. On ne retrouva que son fusil, et un écusson cousu main, un aigle ivoirien. Lorsque Traoré le vit, il garda le silence. Puis, il déclara à Awa. Ce ne sont plus des espions qu'ils envoient. Ce sont des soldats. À l'aube, la ville entière semblait suspendue. Les rumeurs se propageaient dans les marchés, les taxis, les mosquées. On avait entendu les tirs, vu les éclairs. Et puis, l'inattendu. Ibrahim Traoré marcha seul vers le centre-ville. Pas de convoi, pas de blindés. Juste lui, 2 gardes derrière lui, et le drapeau burkinabé sur les épaules. Il entra dans le marché central, là où les femmes faisaient frire des beignets, là où les enfants le regardaient les yeux écarquillés. Et il parla. Ils sont venus cette nuit. Ils ont tenté. Ils ont échoué. Je suis toujours là. Et le Faso aussi. La vidéo fut postée par un adolescent, avec un vieux téléphone et un peu de data offert par un ami. À midi, elle était virale. De Dakar à Bamako, d'Accra à Paris. Mais la réponse ne fut pas virtuelle, elle fut réelle. Les jeunes motocyclistes se portèrent volontaires pour transporter des messages sécurisés. Les mécaniciens proposèrent de réparer gratuitement les véhicules militaires. À Bobo-Dioulasso, des groupes de jeunes mirent en place des patrouilles de quartier. Le peuple devenait soldat. Non par les armes, mais par la volonté. Pendant ce temps, Awa poursuivait la trace de Cora Rouge. Il se déplaçait comme un fantôme, mais elle avait vu ses yeux. Elle saurait les reconnaître. 3 jours plus tard, elle le retrouva, dissimulé dans une zone d'entrepôt français, près de l'ancienne ambassade. Déguisé en vendeur d'eau, son arme démontée dans un seau de ferraille. Lorsqu'il la vit, il ne résista pas. Il sourit. Vous avez déjà perdu. L'attaque réelle n'a même pas encore commencé. Sous interrogatoire, il révéla ce que tous redoutaient. Il n'était pas seul. 5 agents étrangers, infiltrés sous différentes identités, opéraient au Burkina. Chacun avait une cible, l'approvisionnement en eau, le réseau électrique, la communication militaire, les réserves d'or et le président. Une offensive coordonnée pour faire s'effondrer l'État. Awa sortit de la salle, en sueur. Elle courut jusqu'au bureau du président. Mais la porte était grande ouverte. Traoré avait disparu. Sur le bureau, un mot de sa main. Je vais au dépôt d'or. S'il tombe, Faso tombe. Le soleil se levait lentement sur Ouagadougou, mais au sein du quartier général du renseignement, l'atmosphère était lourde, presque étouffante. Personne ne parlait. Tous les regards étaient tournés vers le mot que Traoré avait laissé. Je vais au dépôt d'or. S'il tombe, Faso tombe. Sans escorte. Sans convoi. Il était parti seul. Mais ce dépôt n'était pas qu'un simple coffre. Il représentait le cœur économique du Burkina Faso, la clé de son autonomie, son bouclier contre la dépendance aux bailleurs occidentaux. S'il venait à être compromis, le pays s'effondrerait, sans qu'un seul coup de feu ne soit tiré. Parmi les rares à connaître la localisation exacte de la réserve figurait un homme, le colonel Amidou Balo, chef de la sécurité des ressources. Un vétéran respecté, compagnon d'armes de Traoré durant l'insurrection de 2022.
Un patriote, ou du moins, c'est ce que l'on croyait. En consultant son dossier, Awa fit une découverte glaçante. Au cours des 6 derniers mois, Ballot avait effectué 3 voyages privés à Abidjan, chacun d'eux juste après avoir rencontré des diplomates français. Le plus récent remontait à 2 semaines. Et sur le vol retour, il était assis à côté de Jean-Paul Roussel. Elle tenta de joindre le centre de commandement du dépôt. Aucune réponse. Puis elle appela l'unité de sécurité postée sur place. Silence. Sans perdre une seconde, elle sauta dans un véhicule blindé. À ses côtés, Oumana, un agent de terrain né dans les régions minières, familier du terrain, des tunnels, des chemins oubliés. Ils foncèrent vers l'entrée de secours, une ancienne galerie d'exploitation creusée dans la collinette. En parallèle, sous terre, dans une chambre taillée dans la roche dorée, Ibrahim Traoré faisait face à Hamidou Ballot. Le colonel l'attendait. Impeccable dans son uniforme de cérémonie, sans arme apparente. Calme. Tu savais que je viendrais, dit Traoré. Ballot hocha la tête. Évidemment. Tu es prévisible, Ibrahim. Courageux, mais naïf. Tu crois encore que le patriotisme peut battre le pouvoir. Traoré planta ses yeux dans les siens. Tu as vendu ton pays à la France. Pourquoi? Un poste? Une retraite dorée? Le colonel s'avança lentement. Pour la paix. Pour la stabilité. Le Faso ne survivra pas à la voie que tu as choisie. Tu as chassé l'Occident. Mais il ne part jamais vraiment. Il s'adapte. Il attend. Et il finit toujours par gagner. 2 hommes apparurent derrière lui, visage masqué, armes levées. Des fusils d'origine française. Traoré n'avait ni armes, ni renfort. Seulement son manteau, sa parole et la loyauté du peuple. Mais il sourit. Vous pensiez que j'étais seul? C'est votre erreur. Soudain, un grondement résonna dans les galeries. Des explosions, des nuages de poussière, puis une voix familière, grésillante dans le talkie-walkie de Ballot. Monsieur le Président, tenez bon. Nous sommes dans le périmètre. C'était Awa. Elle et l'unité de secours, guidée par Zoumana, venaient de percer une ancienne sortie coloniale. La poussière, l'or et la trahison s'entremêlaient dans l'obscurité. Les loyalistes firent irruption. Les tirs éclatèrent. L'un des hommes de Ballot tomba. L'autre jeta son arme et s'échappa dans les tunnels. Le colonel, lui, leva lentement les mains. Traoré s'approcha. Tu voulais le pouvoir, colonel. Mais tu as oublié la force la plus puissante du pays, le peuple. Awa émergea de la poussière, le regard fixe. Tu répondras de tes actes. Pas seulement devant le président, mais devant chaque enfant burkinabé qui s'est endormi le ventre vide pendant que tu vendais notre pays. Ils l'arrêtèrent. Dans la doublure de sa veste, un disque dur. Dessus, des instructions cryptées, des dates, des visages, des adresses. Signé d'un sous-traitant français basé à Abidjan. À Ouagadougou, la nouvelle fit l'effet d'une déflagration. Le Burkina Faso n'avait pas seulement survécu à une tentative d'assassinat. Il avait repoussé un complot stratégique, visant à s'approprier ses ressources et à rétablir une domination étrangère. Mais Traoré ne retourna pas au palais. Il repartit au marché, parmi les gens. Et lorsqu'un enfant lui demanda « Pourquoi veulent-ils te tuer ?» Il se pencha, posa une main sur son épaule et répondit « Parce que j'ai dit la vérité, et parce que je t'aime plus qu'ils n'aiment leur argent. » L'enfant acquiesça, grave. Des toits environnants monta un chant « Faso, Faso, Faso ». Mais sous terre, un fichier restait encore verrouillé. Le dernier fichier du disque de Ballot. Son nom, Projet Tanière. 3 jours s'étaient écoulés depuis l'arrestation du colonel Ballot. En surface, Ouagadougou retrouvait un semblant de calme. Mais dans les couloirs dus au commandement militaire, la tension ne faisait que croître. Le disque dur confisqué à Ballot contenait un dossier final, protégé par un mot de passe, Projet Tanière. Un nom simple, mais sinistre. En français, la tanière évoque l'abri d'un prédateur. Un lieu de patience, d'ombre, d'attaque. Le président Ibrahim Traoré ordonna sa décryption immédiate. Mais même les meilleurs experts en cybersécurité échouèrent. Le cryptage était de niveau militaire, directement issu des services secrets français, avec un verrou temporel. Passé 72 heures, le fichier s'autodétruirait. Traoré fit alors venir Fatou, une aqueuse de 22 ans originaire de Bobo-Dioulasso.
Il l'avait fait libérer 1 an plus tôt après son arrestation pour avoir piraté les sites de télécom français. Cette fois, elle s'installa dans le bunker national avec 3 ordinateurs, des canettes de soda et une promesse. Je vais ouvrir les secrets de la France avec le code du Faso. Pendant qu'elle travaillait, Awa Diallo reçut une information troublante. Une délégation française venait d'arriver discrètement à Abidjan. Aucun agenda officiel. Pas de déclaration. Mais un nom revenait sans cesse dans les canaux interceptés. Le second vent. Une nouvelle opération. Une dernière manœuvre. Après 42 heures de piratage intense, Fatou brisa le premier niveau de sécurité. Ce qu'elle trouva glaça le sang de tous les présents. Le projet Tanière n'était pas une simple opération d'écoute. C'était une toile continentale secrète. Une carte clandestine d'opérateurs, de cache, de missions noires visant à déstabiliser les gouvernements anti-français en Afrique de l'Ouest, Mali, Niger, Guinée, Burkina Faso. Chaque pays avait sa propre cible. Chaque cible avait un code. Sous le dossier du Burkina Faso, 3 noms. Le lion neutralisé par tous les moyens, Ibrahim Traoré. L'étoile surveillée en permanence, Awa Diallo. Le masque identité inconnue, infiltré au sein des services burkinabés, toujours actifs. Traoré resta longtemps silencieux devant le document. Même après tout ce qu'ils avaient traversé, un traître restait dans l'ombre. Un fantôme. Un dernier pion. Awa prit une décision rapide. Il faut les forcer à se trahir. On va leur tendre un leurre. On va faire croire que vous préparez à céder la gestion des mines à la Chine. Si l'infiltré est encore là, il mordra à l'hameçon. Le piège fut lancé. 18 heures plus tard, le faux rapport apparaissait, dans une note confidentielle envoyée par le consulat français à Abidjan. La fuite venait bien de l'intérieur. Ils remontèrent la trace et découvrirent Amadou Guiro, un simple agent logistique, discret, irréprochable. Dossier vierge. Famille exemplaire. Même décoré par l'armée. Mais chez lui, Awa trouva 2 objets qui lui glacèrent le cœur, un téléphone diplomatique français et une photo d'elle, prise 2 semaines plus tôt, lorsqu'elle était à la mosquée avec sa mère. Elle avait été ciblée. Quand ils l'interrogèrent, Guiro ne résista pas. Il sourit seulement. « Vous croyez que tout s'arrête avec moi? Vous avez juste retardé le vent, Awa. La tempête est déjà en marche. » Il fut emprisonné, sans procès public, sans mention dans les journaux. La trahison était trop profonde. Mais cela confirmait ce que tous redoutaient, le projet Tanière était bien réel. Actif. Vivant. Au petit matin, Traoré convoqua la presse. Mais il ne lut pas de discours. Il fit diffuser en direct l'intégralité du projet Tanière. Nom, société d'écran basée à Abidjan, envoi d'armes via les circuits de la CEDEAO. Le choc fut immédiat. Les médias internationaux s'enflammèrent. La France nia. Ouattara garda le silence. Mais quelque chose changea en Afrique. À Lomé, Cotonou, Brazzaville, des jeunes relayèrent la vidéo. Les hashtags jaillirent. Hashtag briser la tanière, hashtag Afrique dévoilée, hashtag Traorélix. La France rappela des diplomates. Ouattara annula une tournée régionale. À Ouagadougou, une statue fut érigée. Pas celle du président, mais d'un enfant anonyme tenant le drapeau. Gravé au pied. Le peuple et le bouclier. Traoré reprit sa vie simple. Pas de titre en plus. Pas de blindé. Toujours le même soldat, marchant parmi les siens, voyageant dans des camions poussiéreux, posant des premières pierres dans des écoles de campagne. Un soir, Awa le trouva seul, regardant l'horizon. « Monsieur, vous croyez qu'ils reviendront ?» Il hocha la tête. Ils ne sont jamais vraiment partis. Mais maintenant, nous sommes éveillés. Et ils le savent. Et maintenant? Demanda-t-elle. Que fait-on? Il baissa les yeux vers le sol, puis regarda le drapeau qu'il tenait. On construit. On éduque. On défend. Et on attend que le prochain masque tombe.